Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Alors bonjour Laure, je suis vraiment très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le podcast Le Switch. Comment tu vas déjà? Je vais super bien, merci. Je suis trop contente de parler, pour ton podcast, donc merci de m'accueillir. Mais c'est trop cool, je suis super contente de t'avoir et justement de partager sur ton parcours avec les auditeurs du Switch. Donc écoute, on va commencer assez tranquillement et rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Ouais, alors, je m'appelle Laure Sylvestre. J'ai différentes casquettes. Moi, je trouve que c'est la même chose, mais on veut que je sois coach, formatrice, je suis aussi consultante en changement. Moi, j'aime bien dire que je suis créatrice de changement, c'est-à-dire que j'aide les gens, les entreprises, donc soit les particuliers, soit les entreprises, à faire des transitions dans leur vie. Donc, bien entendu, je ne fais pas la chose exactement de la même façon que si on est sur du particulier que si on est sur des entreprises. Mais voilà, donc sur les particuliers, je vais plutôt les aider dans les phases de vie qui sont un peu compliquées, type rupture, volonté de partir, de changer de vie, volonté de changer de travail, tout ça. Donc ça va être plus un accompagnement autour de l'émotionnel et puis à côté de ça, du coup, je suis consultante pour les entreprises. Donc là, on est beaucoup plus sur des trucs terre à terre et pragmatiques en mode, voilà, on veut mettre, en place un nouveau process ou, un nouveau logiciel ou quoi et moi, du coup, je crée les formations, j'accompagne les équipes, je leur explique le changement, et c'est aussi beaucoup un travail émotionnel puisque c'est beaucoup à comprendre, en fait, pourquoi les gens peuvent être en résistance, qu'est-ce qui se passe pour eux et comment est-ce que je peux leur amener avec des nouvelles perspectives pour qu'ils puissent, embarquer dans ce changement qui est voulu par l'entreprise. Voilà. J'aime bien voilà, juste ça. Alors, justement, ce qui est, aussi intéressant, c'est comment est-ce que, tu en es arrivé là? Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, qu'on voie un petit peu, d'où est-ce que tu es partie? Ouais, tu veux dire le parcours depuis le début, genre, Mais mes vas-y! études? Bah oui, clairement, qu'est-ce qui On a alors combien de temps sur ce podcast? non, pas tant que ça alors. Mais non, mais bien sûr, parce qu'en fait, je pense que ça fait aussi partie de ton parcours. Donc, d'où tu es partie, quel type d'études tu as fait, donc ton parcours scolaire, comment ça se passait à l'école ou à la fac ou autre. Et ensuite, comment est-ce que tu es arrivé du coup à monter ta boîte, à lancer ton business, quoi? Mmh. Donc à la base, comme beaucoup, d'entrepreneurs, je pense, je m'attendais pas du tout à faire ça. Quand j'étais je vais pas dire gamine parce que j'étais quand même plus que gamine, je devais avoir 13 14 ans, ce que je voulais faire, c'était être journaliste reporter d'images et puis j'avais une partie de moi qui voulait être sur scène aussi et en plus de ça, voilà, j'avais déjà ce désir de voyager, de raconter des choses, de montrer des choses différentes, en fait, tu vois? En tant que journaliste reporter d'images, ce que j'imaginais, c'était, ouais, je vais partir à l'autre bout du monde, et puis je vais faire un reportage sur des tribus qu'on connaît pas ou alors, je vais présenter, les fonds marins. Enfin voilà, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Donc, après mon bac, donc j'ai fait un bac littéraire, voilà, avec une option théâtre quand même. Donc c'est important parce que j'ai jamais été l'option théâtre pour moi, elle est assez importante parce qu'elle est assez représentative du fait que j'ai jamais été dans des parcours classiques proprement dit. En mode, j'ai pas fait d'économie, j'ai pas fait le truc SES, j'ai pas tu vois? J'ai jamais été dans ces trucs-là. Du coup, je me sens un peu ovni sur pas mal de trucs. J'ai passé mon bac, je suis partie en études de communication parce que voilà, je me disais: «Bon, j'ai envie d'être journaliste». Le journalisme, c'est accessible qu'à partir du master, donc je vais faire de la com. En fait, j'ai une licence en communication, mais sauf que mes 2 premières années, je les ai passées dans une école privée du 16e, qui était pas du tout, mon milieu, d'origine
Et puis, au bout de 2 ans, je me suis quand même dit: «Bon Laure, il faut que tu te barres d'ici, parce que là, ça va pas aller, quoi». Et puis, bah, il y avait quand même, l'artistique qui revenait. J'avais vraiment envie de bosser avec des artistes, j'avais envie d'être sur des projets artistiques et tout ça. Donc, je suis partie de Paris et j'ai été terminer ma licence à Avignon, où j'ai fait, ben, du coup, ma licence en communication culturelle. Et de là, ensuite, j'ai enchaîné sur un master, en stratégie de développement culturel. Donc, en fait, grosso modo, ce que je m'apprêtais à faire, c'était bosser, dans des assos ou dans des institutions publiques pour, les politiques, culturelles, la démocratisation culturelle et cetera. Moi, mon grand truc, c'était mettre en lien, les artistes et les publics, tu vois? Comment est-ce qu'on peut créer des endroits, des espaces dans lesquels les artistes et les publics se rencontrent et puis, ben, l'art va permettre de, voilà, d'ouvrir les gens. Et bah, c'était très chouette, mais sauf que je suis arrivée en master et moi, j'avais toujours ce rêve de voyage. Ça faisait 10 ans que je me traînais ça, que je savais pas comment le faire et que tous les ans, je réinventais. Je me disais: «Ah là, je pourrais faire un stage et là, je pourrais partir faire ça» et en fait, jamais j'ai pu le faire. Et donc je suis arrivée en master 1, je me suis dit: «Bon Laure, l'année prochaine, c'est terminé. Il va peut-être falloir que tu trouves une façon de partir en voyage». Et donc j'ai fait des recherches et je me suis retrouvée, à la fin de mon master, à prendre mes économies, mon mec et puis, on est parti avec un aller pour le Costa Rica, sans retour, en disant aux gens: «On revient dans 1 an» et en fait, on est parti 4 ans. Donc voilà, donc pendant ces 4 années, ça a été quand même hyper riche. Pendant 1 an et demi, on a fait que voyager, j'avais pas du tout de notion de travail, je ne voulais pas travailler. Les gens nous disaient: «Mais vous allez faire du volontariat? Vous allez faire un truc comme ça?» «Oui ou pas». Moi, j'ai pas envie en fait, j'ai juste envie de kiffer, j'ai pas envie de travailler quoi, laisse-moi profiter de mes sous, puis quand j'aurai plus de sous, on verra. Et puis, bah, au bout d'1 an et demi, de 18 mois, on n'a plus eu d'argent. Donc en gros, la solution de tout le monde, c'est: «Bah, je vais rentrer et puis je vais retourner au travail». Et moi, je me suis dit: «Mais non, non, mon aventure, c'est pas du tout le moment qu'elle se termine». On est quand même rentré en France, mais pour 6 mois, parce qu'en fait, mon projet, c'était bon, enfin, tu vois, j'avais lancé mon blog de voyage pour partager ce qu'on faisait à nos familles. Du coup, j'avais, pas mal de connaissances en rédaction web, plus, bah, je connaissais la communication de par mon parcours et de mes études. Ouais. Et donc, bah, je me suis dit: «Bah, vas-y, je me lance en tant que rédactrice web. Comme ça, je pourrais travailler de n'importe où et puis je pourrais continuer de voyager». Et donc, je suis rentrée en France pendant 6 mois, le temps de monter mon auto-entreprise et quand même de remettre un petit peu d'argent de côté. Donc, j'ai pris un emploi à mi-temps en tant qu'hôtesse d'accueil comme je faisais pendant mes études et puis, le reste du temps, bah, du coup, je travaillais pour mes premiers clients que j'ai eus. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir des clients directement. Le premier mois, j'avais 2 clients, je sais même pas d'où ils sont sortis, je les ai pas cherchés, c'est eux qui sont arrivés à moi et c'était des clients réguliers qui m'ont accompagnée pendant les 3 années où j'ai fait, de la rédaction web. Et du coup, ben, au bout de 6 mois, j on est parti cette fois s'installer en Malaisie. Donc en fait, l'idée c'était voilà, on a un pied-à-terre en Malaisie parce que quand même quand ça fait 1 an et demi que tu voyages, voyager et travailler en même temps, c'est quand même tout un truc. Je pense qu'il y aurait tout un épisode de podcast à faire sur C'est le clair, fait les d'être digital digital nomade, nomades, c'est quand mais même pas facile, complètement. hein. Du coup, tu as quand même, besoin de cet ancrage-là et nous, on avait choisi Kuala Lumpur, parce qu'aussi c'était un point, central en Asie et que ça nous permettait, ben, de continuer à voyager, régulièrement. Et donc, bah, c'est ce qu'on a fait. On est resté à Kuala Lumpur pendant un peu plus d'1 an. Donc en gros, en fait, toute cette période du moment où je suis partie en voyage, liberté et jusqu'à la fin de cette période en Malaisie, on est sur 4 années. Et en fait, on s'est séparés sur cette dernière année. Je me dis: «Bon, je suis célibataire, j'ai ça fait 4 ans que je voyage, j'ai envie de m'ancrer, j'ai envie de me poser, j'ai envie de construire quelque chose». Donc retour en France et dans une nouvelle région, salut, je vais avoir 30 ans, je refais ma vie. Et donc je me suis installée dans le nord de la France et là, bah, j'ai commencé à donner des cours, j'ai commencé à faire, plus de stratégies de communication, à être beaucoup plus dans le relationnel et puis j'ai découvert le coaching. J'avais beaucoup d'a priori sur le coaching moi-même en me disant: «Les coachs, c'est des charlatans» et cetera. Donc j'ai dû déconstruire pas mal tout ça parce qu'en fait, je me rendais compte que ça me faisait kiffer. Donc tu vois, il y a un petit peu une dissonance cognitive à ce Oui, un moment-là. petit peu. Et puis, mais bon, voilà, je travaille dessus, je passe ma certif et puis, bah, j'ai commencé à coacher des gens et puis un jour on me parle, enfin, je sais pas, il y a quand même énormément de hasard, tu vois, d'opportunités, de choses, de gens qui me disent: «Eh, mais tu as pensé au changement?» Moi, je connaissais pas le changement. Enfin, je Ouais. savais pas qu'il y avait un truc qui s'appelait consultant en changement, tu vois? Et donc, je me rends compte qu'il y a des entreprises qui recherchent pour ça et tout. Donc voilà, j'ai commencé le freelancing là-dessus. J'en suis encore là puisque ça me fait toujours kiffer. Donc maintenant, ça fait à peu près 2 ans que je fais ça. D'accord. Bah, écoute,
Bah, tu vois, tu t'es très bien débrouillée, c'était Et je l'ai très fait clair. rapide, hein. J'espère que Je sais bien, mais par contre, dans ton parcours, ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est justement les différentes facettes de ta personnalité qui accompagnent les différentes facettes de ton parcours. Mmh. Et du coup, on voit déjà le côté artistique qui est quand même très important pour toi, qui est donc ce côté humain, ce rapport avec l'humain qu'on retrouve dans le coaching, qu'on retrouve dans l'accompagnement. Et ensuite, la façon dont tu as dû restructurer, recommencer, implanter ton activité et tout ça dans cette joie qui t'anime. Écoute, je trouve que c'est assez clair et c'est assez intéressant de voir ce fil rouge comme ça. Donc, on voit aujourd'hui le business que tu as lancé. Est-ce que tu peux nous dire donc qu'est-ce qui t'a décidé du coup à monter ta boîte? La volonté de ne pas rentrer en de ne pas rentrer en France. Je voulais pas rentrer, c'est franchement ma seule motivation, c'était ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très, tu vois, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs et je sens aussi les moments où, tu vois, il faut tourner, il faut laisser tomber, il faut changer les choses, tu vois? Je les sens ces moments, ces petites morts arriver, tu vois? Et typiquement, au bout de 18 mois de voyage, c'était pas du tout le moment de faire ça, tu vois? C'était vraiment: «Bon, bah, OK, très bien et ben, on va se réinventer, continuer de voyager, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, vas-y, on va gagner de l'argent sur la route». C'est intéressant parce qu'on voit, c'est le principe du podcast, c'est le switch et c'est de comprendre les différents switches que tu as pu Mmh. avoir aussi. Il y a eu un switch, donc celui qui t'a décidé à passer le pas, justement, il est lié au voyage. De l'autre côté, sur ton parcours, quel a été pour toi le plus gros échec auquel tu as dû faire face? Le plus gros, Échec, ouais, la plus grosse gamelle que tu t'es prise? j'ai pas le sentiment d'avoir vécu des échecs comme ça, tu vois? Hem Moi, du coup, je suis rentrée 2 fois. La première fois au bout des 18 mois où je suis rentrée que 6 mois et puis la deuxième fois, il y a, bah, en 2019, enfin fin 2019. Il faut savoir que la deuxième fois où je suis rentrée, je l'ai très bien vécu. J'ai pas du tout vécu ce mal-être, du retour. Quand je suis rentrée, fin 2017, là, je l'ai mal vécu. Là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et il y avait peut-être un petit peu ce sentiment, d'échec de: «Mince, j'aurais pu continuer, trouver une autre solution, éviter de rentrer», je sais pas. Ah, maintenant, pour moi, il y a pas d'échec là-dedans. C'était normal de rentrer pour pouvoir, construire cette nouvelle activité et je dirais pas que ce sont des échecs que j'ai vécus depuis, fin 2020, grosso modo, où ça a été vraiment difficile. Mais honnêtement, je pense que les 3 dernières années qui sont passées sont des années qui ont été probablement les plus compliquées de ma vie depuis, 10-15 ans, 20 ans. Point culminant en 2022-2023 où j'ai vécu des choses que j'avais jamais vécues avant, que ça soit d'un point de vue perso, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial. J'ai vécu, la faillite, j'ai dû fermer une société, mon mec qui était en dépression, enfin, tu vois? Vraiment des très gros trucs, tout en même temps, en plus, quasiment. Des gros up et des gros down, qui durent longtemps, les downs, Mmh. longtemps. Mmh. J'ai pas ce sentiment d'échec parce qu'en fait, pour moi, alors je veux pas parler trop vite parce que c'est encore assez récent ce sentiment d'en être sortie, mais j'ai le sentiment, ouais, vraiment d'en être sortie, et haut la main, tu vois? Et quand je regarde en arrière et que je regarde l'année que j'ai passée, bah, ne serait-ce qu'en 2023, je me dis: «Putain, mais Laure, tu vu tout ce que tu t'es pris dans la gueule l'année dernière et tu es encore là et tu continues et tu es encore, tu vois, tu es encore sur tes 2 jambes et tu es encore solide et tu as encore plus d'envie qu'avant, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment pas, enfin, je veux dire, ouais, je pourrais te dire, bah, j'ai dû fermer une société parce que j'ai fait, n'importe quoi avec l'argent, tu vois? Est-ce que c'est vraiment un échec? Je sais pas, tu vois? Ben, en fait, je pense que c'est un peu le cœur de cette question. Et ce qui me fait un peu sourire, c'est que ça montre énormément sur ton état d'esprit. Les échecs qui vont être plus un challenge, en fait, sont l'opportunité de se découvrir un peu plus et de se rendre compte à quel point tu es solide et que tu as encore plus envie qu'avant, tu vois. C'est-à-dire Mmh qu'au lieu mh. que ça te plombe, en fait, tu arrives à le transformer pour en faire un moteur. Et en général, ce qui est justement intéressant chez les entrepreneurs, c'est de voir cet état d'esprit, en fait. Mmh Et mh. Ouais. et donc du coup, pour ça,
Je trouve que ce que tu viens de partager, ce que tu as partagé avec nous, c'est assez intéressant parce que quand tu nous dis: «Non, mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu des échecs» et puis tu commences à nous dérouler 2-3 grosses tuilasses quand même qui valent leur pesant de cacahuètes et genre: «Non, ça va quoi, on est bien», tu vois? Au final, je suis au taquet. On a eu cette conversation sur l'entrepreneuriat et où tu m'expliquais que pour toi, il y avait 3 gros vecteurs de chemin de développement personnel, que tu avais l'entrepreneuriat, le voyage et le couple. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire ce que tu entends par ça? Parce que justement, avec, tout ce qu'on est, en train de se dire et en train de partager, je pense que, au final, ça fait partie des choses qui sont assez clés dans ton parcours également. Ouais, complètement. Oui, en fait, je pense qu'on peut pas se développer en fait, on parle de développement personnel, mais c'est trop facile de juste être dans ton coin, de lire tes livres et de te poser des questions sur toi-même et de trouver tes réponses toi-même, tu vois? OK, enfin, c'est trop facile. C'est Il pas y a si une part facile que ça c'est non pas plus, mais si bon, on facile, voit l'idée, mais on voit l'idée. tu vois, il y a un moment où, OK, c'est facile parce qu'il y a personne pour te confronter, il y a personne pour te dire, non, il y a personne pour te montrer autre chose, tu vois? Quand Ouais, tu es dans le voyage, quand tu es dans l'entrepreneuriat ou quand tu es en couple, il y a sans cesse quelqu'un, quelque chose pour venir appuyer là où c'est dérangeant, tu vois? Le couple, c'est génial pour ça. Tu as sans cesse une personne qui vient te faire chier tout le temps, tu vois? Je veux dire, enfin, je caricature, mais tu vois, exactement là où fa là où là où ça fait mal, la personne va appuyer. Le fait même d'avoir des sentiments pour une personne nous fait agir d'une certaine manière, d'occulter une partie de nous, de pas oser montrer, des certaines choses, de pas oser parler et cetera et du coup, on n'est plus tout à fait nous-mêmes dans ces conditions-là. Quand on est en voyage, c'est plus, les situations extérieures, c'est plus on a zéro repère, toutes les références, que l'on a eues n'existent plus, toutes les idéaux que tu t'es fait, tout l'imaginaire que tu as pu construire à un moment donné sur certaines choses, est réduite à néant puisqu'en général, la réalité ne correspond absolument pas à ce que tu t'étais imaginé ouais, en et termes de repères, c'est sûr que tu es plus, c'est ouais, l'intérêt, tu es ailleurs tu es et tu complètement es un peu ailleurs face et à tu toi, quoi. c'est ça et en fait, à ce moment-là, bon, bah, quand tu vis un voyage, quand tu vis je sais pas moi, tu te fais arnaquer, quand tu vis des trucs qui sont relous, quand, tu comprends rien, tu sais pas parler la langue, quand, tu vois, tu es dans des situations qui sont quand même hyper inconfortables et ben, ou dans l'entrepreneuriat de la même façon, tu te dis: «Tiens, moi, je vais être, photographe» et puis, tu commences à faire tes photos, puis tu te rends compte que tu te fais chier. Est-ce que le problème, c'est la photo ou est-ce Ou que que c'est la personne façon n'en dont tu veut. le fais? Ou que personne n'en veut, tu trouves pas tes clients. Même si tu trouves des clients, tu arrives pas à tu proposes pas les bons tarifs, donc tu arrives pas à en vivre correctement. Tu vois, il y a tous ces trucs qui font que, en fait, l'extérieur va venir appuyer exprès sur les trucs, bah, qui sont importants pour toi. Voilà, tu vas avoir finalement, dans ces 3 expériences-là, l'occasion vraiment de te découvrir, tu vois? Et tout le monde le dit, ça peut paraître hyper bateau, tu vois? Mais si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison. Alors je te raconte pas quand tu es digital nomade et que tu entreprends en couple, tu vois? Rien n'est anodin. J'ai 2 trucs qui me viennent en tête, qui étaient un peu inconfortables. Ah, là, c'est plutôt anecdotique, mais j'étais en Amérique du Sud, ça devait faire, 2 mois. Je sais pas si tu as déjà été en Amérique du Sud, mais les villes, bah, moi, j'avais zéro imagination des villes en Amérique du Sud parce que tout simplement, je suis partie sans faire de recherche parce que j'aime pas faire des recherches avant de Ouais, moi partir, non plus, je fais voilà, pareil. donc je pars J'aime bien et découvrir, je suis en mode, «Qu'est-ce qui va se passer?» Je sais pas. c'est ça. Et donc je découvre, les villes d'Amérique du Sud et à ce moment-là, je me rends compte que c'est hyper désagréable. C'est bruyant, ça pue, c'est grand, il y a du monde partout, ça klaxonne dans tous les sens et c'est moche. Les villes d'Amérique du Sud, les grandes villes d'Amérique du Sud sont pour la OK. plupart moches. Alors oui, on va te montrer, des photos de certains, quartiers à Medellín ou à Carthagène, qui sont, hyper jolis, mais la majorité, c'est quand même, des villes moches quoi, tu vois? Des trucs de béton, avec des gens pauvres, et c'est difficile à voir et c'est difficile à vivre. On fait une ville, je suis déçue. On fait une deuxième ville, je suis déçue. Troisième ville, je suis déçue et en fait, j'en étais tellement déçue que j'en venais presque à regretter d'y être, tu vois? Et à un moment, je me suis dit: «Bon Laure, c'est pas possible en fait. Tu peux pas constamment être déçue d'un truc. Juste accepte que l'Amérique du Sud et les villes notamment ne sont pas ce que tu croyais qu'elles devraient être et elles sont comme elles sont
et apprends à apprécier ça. Et donc, ben, après, ça allait mieux, j'ai commencé à m'y faire et tout ça. C'est hyper prenant, en fait, et au final, j'adorais, tu vois? Donc, il y a ce Ouais, donc tu truc as de changé ton réinvention, angle, hein, en fait. justement, de Voilà. réinventer sa perception. Et la fin de la Bolivie, je tombe malade. Je sais pas trop ce que j'ai. On arrive en Argentine, je suis malade. Je m'en rends pas compte, mais en fait, je fais des poussées à 42 fièvre. La vache. Je continue à marcher et tout. Enfin, la meuf, elle se rend même pas compte qu'elle a de la fièvre, tu vois? Au moment où on peut se poser, après 15 jours, on se pose et mon mec, il vient me voir et il me dit: «Vas-y, prends ta température». Et là, on prend ma température, j'ai 40. Je lui dis: «Non, mais on va attendre, peut-être ça va redescendre et tout». Il reprend ma température 2 heures après, pareil. Je dis: «Bon, on va aller on va aller, voir le médecin du coin». Et en fait, bon, il se trouve qu'après coup, j'ai compris que je faisais une pneumonie, mais sur le coup, je le savais pas et puis personne ne m'a dit ça. Il aurait fallu que j'aille à l'hôpital et que je me fasse rapatrier. J'avais pas envie d'aller à l'hôpital, par contre, j'étais pas bien moralement, j'étais pas bien, tu vois? Et on prévoyait de rentrer, 4-5 semaines plus tard. C'était justement le moment où on rentrait, non, on était en plein milieu de notre voyage, on avait encore toute l'Asie, à découvrir. Mais on rentrait pour les fêtes de Noël. Et puis du coup, tu vois, je passe quand même plusieurs jours à me dire: «Et si je rentrais maintenant?» Mais tu te rends compte, faire ce deuil de tu vois, bah, non, mais tu as encore 5 semaines à profiter, tu as pas le droit de rentrer maintenant, ça fait 8 mois que tu es là, 9 mois que tu es là, continue, tu as dit nananana. Et là, en fait, je me rends compte que, bah, moi, la seule chose que je veux, c'est être chez ma mère, au coin du feu et rien foutre, tu vois? Ben, j'en parle à mon mec à ce moment-là et puis il me dit: «Bah, alors si tu veux rentrer, rentre». OK, bah, ni une ni deux, j'ai pris mon billet d'avion et 2 jours après, j'étais dans le bus qui me faisait qui me faisait traverser toute l'Argentine. J'ai passé 32 heures dans le bus. J'ai pris mon avion et donc 1 semaine plus tard, j'étais chez ma rhum, en train de me faire dorloter et je suis allée chez le médecin qui m'a dit: «Je pense que vous avez fait une pneumonie. Heureusement que vous êtes là pour pouvoir m'en parler», tu vois? Mais c tu sais, c'est tous ces moments, qui sont quand même fort désagréables et en même temps, qui te bah, justement, qui te pousse à te recentrer sur toi et à pas être dans, les «on dit», les «il faudrait», les «oui mais» et tout ça. Non, en fait, toi, qu'est-ce que tu veux tout simplement, tu vois? Et puis peut-être aussi être dépassé, en fait, parce que là, tu vois, quand tu te rends pas compte que tu as une pneumonie, bon, globalement, on voit quand même, on perçoit que le truc était moyennement fun. Là où je te rejoins complètement sur le voyage, c'est le fait que tu es toujours dans une situation qui va te challenger un petit peu, qui va être Oui. inconfortable. Bah, c'est tout l'art du voyage, quoi, de savoir, et je fais comme toi aussi, à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, j'aime pas prendre le guide du routard, l'ouvrir avant d'y aller, Mmh. je regarde pas. J'y vais et je découvre et tu vois, Ouais. j'ai exactement la même démarche avec, les interviews, d'entrepreneurs que je fais. Mmh. Je regarde pas, avant, les profils, je fais on a un premier échange où du coup, tu me racontes ton parcours et je te découvre à cet endroit à Mmh. ce moment-là, à cet endroit-là et ensuite dans le cadre justement de la préparation, de l'interview, je regarde aussi, bah, les endroits où on peut te trouver et cetera et en général, de toute manière, tout prend tellement sens que c'est Mmh. presque même plus nécessaire, en fait et Ouais. tu vois, au final, ça t'amène les 3 vecteurs dont tu parles, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le voyage, que ce soit le couple, ça t'amène à être toujours, en mouvement, à être, en sorte tu parlais de transition permanente et j'avais trouvé la formule super vraie et super intéressante parce que en réalité, c'est justement ça qui te permet, en fait, d'avancer et de passer, les trucs les plus inconfortables et en fait, c'est les moments où en fait, faut Stagne. avancer, quoi. Et Mmh mh. et en plus, là, j'ai tendance à dire que souvent tu regardes devant toi, tu vois? Et comme tu disais, quand, tu te retournes sur ton année 2023, tu te fais: «Non mais attends, en fait, Laure, tu passé une année de merde». Mais sur le coup, tu pas, concentré à te dire: «Oh là là, mais comment est-ce que je vais faire?» Non, tu t'es concentré à l'objectif que tu as qui est de Mmh. passer cette année, passer ces tuiles et du coup, une fois que tu les as passées parce que tu regardais devant toi, que tu étais dans ce mouvement, fait que, du coup, ça te permet de construire, ça te permet de grandir et cette maturité dont tu parles, que t'amène le voyage, c'est que clairement à force de faire ça, bah, il y a des trucs, c'est vrai que tu les vois plus, ta perception change énormément. Mmh mh. Donc je trouve que dans ton parcours,
En tout cas, moi, ce qui m'avait, marqué dans les échanges qu'on avait eus et la raison pour laquelle je suis super contente d'avoir, de faire cet épisode avec toi, c'est parce que ton approche et ce que tu partages, je trouve que cet angle-là n'est Mmh. pas souvent, du coup, toi, ça permet vraiment de le spotter, en fait. Ouais, On le ouais. voit vraiment et on en voit son application et ça fait partie intégrante de ta vie et t'accompagne forcément dans le changement, tu vois? Quand je te Ouais, ouais. disais: «Après, tu regardes ce que les personnes font», tu fais: «Bah, bizarrement, Normal, ouais. ton Mais entreprise te ressemble, quoi», tu vois? c'est ça, c'est hyper, juste ce que tu dis et enfin, j'ai une petite anecdote de là, il y a 3 semaines, un truc comme ça. Je fais un petit atelier, avec un coach et je lui dis j'étais en plein déménagement et tout ça et je lui dis, «Moi, j'ai l'impression de toute façon d'être en transition tout le temps, quoi», tu vois? Et puis il me dit, «Mais Laure, c'est ta vie, en fait». Il Voilà, me dit: «Tu clairement. es obligée d'être en transition tout le temps». Il me dit: «Si tu fais pas ça, tu meurs» et c'est aussi un truc que j'apporte beaucoup à mes clientes. Tu vois, quand elle me dit: «Mais comment je fais quand parce que j'ai peur, comment je fais pour faire ci? Comment je fais pour faire ça?» Je dis: «Eh ben, enfin, je veux dire, il y a rien à faire de plus que de te rendre compte que ça fait chier ou que tu te sens mal, que machin, mais d'avancer quand même. En fait, on est des êtres vivants. On peut pas stagner. On peut pas tout n'est fait que de vagues, tout n'est fait que de renouvellement, que rien tout est éphémère. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est oui, ça va pas lundi, ça ira mieux mercredi, t'inquiète pas. Et si c'est dans 6 mois, ça ira mieux dans 6 mois. Et si c'est dans 20 ans, ça ira mieux dans 20 ans. Mais il y a toujours un moment où les choses iront mieux et il y a toujours un moment où les choses iront moins bien. Je crois que le secret peut-être de vivre une vie, épanouie et une vie, sereine, c'est juste d'accepter le fait que ben, il y a des vagues et il y a du mouvement et il y en aura tout le temps et ça sera jamais parfait, il y aura jamais de bons moments, il y aura jamais un moment où les choses notre mental, il veut ça. Notre mental, il veut que ça soit posé, contrôlé, cadré, ça y est, c'est là, c'est comme ça, c'est stable. Mais le mien aussi, hein, le premier, hein, franchement. Je veux ça. Non, je vais attendre que ça soit fait, soit fait, comme ça je pourrai me concentrer sur ça. Ouais, que dalle. Le jour où ça c'est fait, t'inquiète que tu auras déjà un autre problème et que le truc sur lequel tu voulais te concentrer, si tu ne prends pas le temps de te concentrer dessus, jamais tu arriveras à te concentrer dessus. Et c'est tout. Le temps, tu le crées, l'espace, tu le crées et il faut si c'est pas toi qui décides, de toute façon, ce sont les autres qui vont décider pour toi. Donc à un moment donné, il faut accepter, voilà, d'être dans ce mouvement permanent des choses, des envies aussi. Moi, j'ai beaucoup, souffert intérieurement d'être un peu girouette, tu vois? D'avoir des trucs qui me plaisent et puis du jour au lendemain, ça me plaît plus. Finalement, je m'ennuie. J'étais un petit peu, pas complexée parce que voilà, mais tu vois, je me disais un peu: «Bon Laure, tu fais jamais les choses à fond». Mais et en fait, bah, il y a peut-être des gens qui sont là pour faire des choses à fond, je sais pas. Moi, je pense surtout que c'est pas mon rôle aujourd'hui et que finalement, il y a des temps pour grandir, il y a des temps pour comprendre, il y a des temps pour analyser, il y a des temps pour s'introspecter. Je pense qu'on peut beaucoup fonctionner avec ça, suivre un peu le rythme des saisons, des vraies saisons et puis nos saisons intérieures aussi, tu vois? Surtout quand on est une femme et qu'on a, ben, voilà, on est réglé, on a un cycle, moi, j'ai beaucoup fonctionné avec, à l'étude de mon cycle, parce que je me suis rendu compte, bah, il y a des semaines, je peux faire plein de trucs, il y a des semaines, je peux rien faire, il y a des semaines, je remets toute ma vie en question et en fait, il faut réussir à naviguer avec tout ça. Parce que si tu n'arrives pas à naviguer avec ce mouvement-là, ben, tu fais des angoisses, tu as peur, tu stagnes, et tu es complètement figé, en fait, tu vois? Mais Et non, la complètement. vie, c'est pas ça. Exactement et je pense que c'est ce qui est clé dans ton parcours, et je t'écoutais parler et je me disais: «Mais oui, qu'est-ce qui fait le plus peur aux gens? C'est le changement. Mmh. Ils tu pas quand les choses changent, tu as ton truc, tu as tes petites habitudes, tes petites routines, tu es bien dedans et qu'est-ce qui peut vraiment, foutre un bazar pas possible, dedans et vraiment te mettre en vrac? C'est quand, tout change, sauf Mmh. que les choses changent continuellement. Je fais énormément de parallèles entre l'entrepreneuriat et la life, en fait. Ce dont Mmh. on est en train de parler, c'est le côté incertain de la vie, comme le côté incertain, de l'entrepreneuriat et en fait, la particularité, c'est que tu dois dealer avec ça et donc si tu as peur du changement, si tu aimes pas le changement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux trois trucs, tu vas vraiment les vivre mal parce que c'est Ouais. justement ce que tu dois toujours faire quand tu parlais de se réinventer.
Si tu as besoin de faire un reset à un moment donné, j'ai fait un article la dernière fois dans justement dans un e-book que je partage, où je mettais, mais je j'ai pas peur de repartir de zéro, parce qu'en Mmh. fait, c'est de là en fait dont on parle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le moment où c'est pas que ça te dérange pas, tu sais que ça va pas être cool, tu sais que c'est pas inconfortable, t'es pas inhumain non plus, mais derrière, tu as une sorte de presque de petit enthousiasme à te dire, tu vois, tout à l'heure quand on parlait de fin, bah, du coup, quand il y a un truc qui se termine, tu te dis: «Ah, il y a un nouveau truc qui arrive» et du coup, tu as presque Mmh. envie de savoir ce qui va arriver et donc C'est tu as le ça. choix de regarder, te dire: «Oh là là, du coup, maintenant que c'est plus là, mais comment je vais faire?» et Mmh. du coup, tu as toute cette, anxiété qui te tombe dessus et qui fait que ça te rend les choses encore plus compliquées, et l'autre partie qui est de se dire, «Ouais, mais en fait, peut-être il y a un truc à voir, une opportunité qui se présente». Du Mais coup, c'est clair, tu sais, quand on parle des peurs et qu'on dit, «Vas-y, il faut que tu dépasses tes peurs et tout», mais moi je dis pas ça, je dis jamais ça à mes clientes et je suis même pas OK avec ça. On dépasse pas ses peurs comme ça, en fait. On prend la peur sous le bras et puis on avance, tu vois? ouais, tu Et l'embrasses carrément. là, Tu ça ira essayes mieux après de ça. gérer. Ouais, c'est ça. Et du coup, on arrive sur la fin sur la fin du podcast. Est-ce que si tu avais un message à faire passer aujourd'hui à tous les entrepreneurs ou les personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, si tu avais un message donc à leur faire passer, ce serait lequel? De rien lâcher, Et ouais, de rien lâcher, de se réinventer si c'est nécessaire, mais si vraiment ils sont déjà d'être persuadés que c'est ça qu'ils ont envie de faire, parce qu'après c'est OK, on n'est pas tous je pense qu'on n'a peut-être pas tous, besoin ou l'étoffe d'être entrepreneur, tu vois? Tu peux aussi, très bien vivre une super vie en étant salarié et il y a pas de jugement par rapport à ça et c'est juste des vies qui sont différentes et en même temps, il y a aussi beaucoup d'avantages, à être dans le salariat. Mais, si on est entrepreneur, qu'on décide de l'être et que, ben, c'est des moments qui sont un peu compliqués, bah, être sûr déjà qu'on est bien à la bonne place et être honnête avec soi par rapport à ça OK. et rien et ouais, rien Et lâcher. rien lâcher. Eh ben, écoute, Laure, sur cette note, merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à Merci toi, Stéphane. pour ce partage très riche. J'espère que tout le monde entendra les petites pépites qui ont été, disséminées un petit peu partout. C'était très, très sympa. C'était un vrai plaisir de parler avec toi et donc ouais, Ouais, merci pour ce plaisir partage. partagé. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.